C'est bon? Ok, on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci d'être venus assister à ce talk et merci aux organisateurs de nous accueillir dans cette de très bonne manière ici. Donc, merci à vous. Vous êtes peut-être là aujourd'hui parce que vous posez la question, vous êtes curieux de savoir ce qui se cache derrière une base de données de type Ledger. Peut-être que vous avez déjà des compétences là-dessus. Est-ce que certains ont déjà expérimenté des bases de données de type Ledger en production, par exemple? Souvent, quand je pose la question, c'est la réponse que j'ai effectivement. C'est quelque chose d'assez atypique. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom pour ce talk. L'idée, pendant 25 minutes, c'est de vous faire découvrir ce qu'est ce type de base de données, un peu atypique, avec des caractéristiques un peu spéciales qu'on ne retrouve pas dans toutes les bases de données. Donc, on va parcourir ça ensemble pendant 25 minutes. Et puis, pendant ce talk, je vais parler d'exemples qu'on a chez Doctolib, où on a décidé et commencé à étudier ce type de base de données pour répondre à nos besoins fonctionnels. Je me présente, donc je m'appelle Erwan Gérec, comme mon prénom indique, je suis breton, je suis venu chercher le soleil sur la côte niçoise. Je suis engineering manager chez Doctolib depuis 3 ans. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, hashtag donc _ Erwan, il y a 2 underscores, faites attention, ne me demandez pas pourquoi j'en ai mis 2, je ne sais pas. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et puis j'ai un peu plus de 10 ans de tech background où j'ai joué avec du Vue, du React côté front, côté back, du Quarkus, du Node. Côté base de données, j'ai expérimenté du MySQL, Mongo, PG et puis des trucs un peu plus exotiques comme on voit là Timescale DB, Kafka. Je sors d'une conf Kafka très intéressante, j'ai expérimenté du Kafka et puis depuis que je suis chez Doctolib, j'ai fait du Rails. Doctolib, justement, pourquoi introduire en un slide? C'est important pour moi de vous présenter un peu le contexte. Pourquoi on parle de base de données de type Ledger chez Doctolib? Chez Doctolib, vous devez certainement utiliser, je pense, l'application Doctolib Patient, qui est ici sur le côté, soit l'application desktop, soit l'application mobile, pour prendre des rendez-vous. Mais sachez que chez Doctolib, on ne fait pas que ça. On développe des solutions de téléconsultation que vous avez en haut, un logiciel vraiment à part entière pour les praticiens, pour leur permettre de faire des téléconsultations avec vous. On développe aussi Doctolib Teams, qui est une messagerie instantanée entre les praticiens, qui leur permettent, si vous allez voir avoir une certaine pathologie, d'aiguiller, si vous allez voir un type de praticien, il va potentiellement vous aiguiller chez un confrère. Tout ça, ça se passe via des messageries instantanées sécurisées qu'on développe. Et puis, il y a surtout le logiciel qui va nous intéresser maintenant, c'est Doctolib Practice, qui est le logiciel qu'ont les praticiens quand vous allez en rendez-vous avec eux, que vous avez pris un rendez-vous chez Doctolib. En face de vous, ils ont un ordi et c'est le logiciel qu'ils ont sur leur ordi et qui leur permettent de faire les prescriptions médicales, les ordonnances et puis de gérer tout ce qui est financier. C'est là qu'on voit la transition avec la partie Ledger. Quand je dis financier, c'est avoir la visualisation sur leurs revenus, avoir la capacité de télétransmettre à l'assurance maladie les ordonnances, etc. Le Ledger, je voulais introduire un slide quand même pour montrer un petit peu sur le marché tout ce qui existe. Évidemment, vous connaissez des bases de données relationnelles, peut-être key-value, documents, in-memory, toutes les bases de données que vous voyez sur le haut du slide. Sur le bas, il y a des types de bases de données un peu plus atypiques, un peu plus custom, des bases de données de type graph. Je ne sais pas si vous en avez utilisé en prod, des bases de données type time series. Quelquefois, on parle même de GeoTime Series quand on a dans la base de données la localisation GPS de la donnée. Et puis, on a le Ledger qui fait vraiment partie de types de bases de données qui sont vraiment atypiques. Et lui, il a ces caractéristiques qu'on va voir tout de suite qui sont super intéressantes suivant vos use cases en production, que sont l'immutabilité et l'auditabilité du Ledger. Je vais y venir tout de suite. Ce qui est important, c'est que surtout, quand on choisit une base de données, et puis on est tous un peu pareil, quand il y a une nouvelle base de données, une nouvelle techno qui émerge sur le marché, on a envie de l'essayer, on se dit ouais, ça va être cool à utiliser en prod et tout. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que toutes ces bases de données que je viens de vous présenter, elles sont surtout optimisées pour répondre à un use case donné. Et donc, il faut toujours garder en tête, quand on déploie des choses en production, quand vous avez l'aspect sécurité, performance en tête, ce qu'il faut garder en tête, c'est surtout elles sont optimisées pour un besoin spécifique, elles répondent à une problématique donnée, et le cas de la base de données de type Ledger ne déroge pas à la règle, c'est exactement la même chose. Alors un Ledger, une base de données de type Ledger, c'est quoi? Moi, je l'ai défini en tant qu'un système d'enregistrement centralisé, donc le mot centralisé a son importance, on va le voir tout de suite, et qui permet d'avoir accès à l'historique complet des transactions qui y sont effectuées.
Quand on parle de transactions, ici, ce ne sont pas les transactions au type Java. On va en parler d'ici quelques instants. La première caractéristique que je voudrais évoquer sur le ledger, c'est son immutabilité. Immutabilité veut dire que quand vous insérez la donnée dans votre base de données, malheureusement, vous ne pourrez pas la modifier ni la supprimer. Ça, c'est une principale caractéristique du ledger qui va permettre de garantir l'intégrité des données qui sont à l'intérieur. Ça veut aussi dire que si vous vous trompez, si par erreur vous insérez quelque chose dans votre base de données, vous allez devoir soit rollback la transaction que vous avez effectuée pour insérer la donnée, soit venir inverser, recréer une nouvelle transaction pour faire l'inverse de ce que vous avez fait, parce que vous ne pouvez pas modifier une donnée directement. Donc, c'est créer une transaction inverse. La deuxième caractéristique que je veux évoquer, c'est la transparence et l'auditabilité. Les bases de données de type Ledger, elles sont souvent faites pour répondre à des use cases où vous avez besoin de potentiellement mettre un third party qui va venir auditer votre base de données, vérifier que l'ordre des transactions qui ont été effectuées sont respectés. Et au-delà de ça, ça permet aussi de vérifier l'exactitude des données qui y sont. Dans les bases de données de type Ledger, souvent, pour interagir avec ces bases de données, il y a différents moyens. Certains providers fournissent des SDK en Java, en JS, en Go, enfin ce que vous voulez. Et puis certains providers aussi donnent des scripts, des langages de scripting un peu plus exotiques. C'est le cas par exemple pour Amazon qui hoste une base de données type Ledger qui s'appelle QLDB, avec laquelle on peut interagir avec un langage particuel. Et puis pour Formance, une autre base de données de type Ledger, Formance, lui, expose un scripting qui s'appelle NumScript. Quand on parle de Ledger, peut-être que derrière l'idée de Ledger, ça fait résonner lié à la blockchain. Peut-être certains connaissent ce que c'est la blockchain. Pour ceux qui ne connaissent pas, la blockchain, c'est simplement un réseau décentralisé de ledger. Donc, au lieu d'avoir un ledger autonome dans une entreprise, vous avez un réseau de ledgers qui travaillent ensemble, entre guillemets. Pourquoi on l'appelle blockchain? C'est parce que quand on effectue une transaction dans une blockchain, la transaction, quand vous écrivez dans un bloc, le bloc, vous allez écrire en vous basant sur les données du bloc précédent à chaque fois. Donc, une transaction arrive, vous prenez les données du bloc précédent, vous agrégez ça, vous mergez ça avec les données de la transaction qui arrive et vous écrivez dans votre bloc, dans votre nouveau bloc. Et donc, vous voyez bien qu'à chaque transaction, on va venir récupérer les infos de la transaction précédente, merger et écrire. Et ça, de chaîne en chaîne. C'est pour ça qu'on appelle ça une blockchain, puisque ce sont des blocs chaînés entre eux et on vient écrire à l'intérieur. Pour quel cas d'usage, donc, on peut utiliser une base de données type Ledger? Bien sûr, naturellement, il y a le use case finance qui apparaît pour suivre des transactions financières, mais pas que. On peut l'utiliser dans le domaine du transport, de la logistique, pour suivre l'envoi d'assets, par exemple, à la poste, suivre l'envoi de colis de hub en France. On peut utiliser aussi pour le gouvernement, par exemple, un use case gouvernemental, où on viendrait écrire dans notre Ledger l'historique de transactions à chaque fois qu'un véhicule est acheté neuf, puis revendu en première main, deuxième main, etc. Ça nous permettrait d'avoir l'historique complet des transactions qui ont été effectuées sur ces véhicules. E-commerce, j'en ai parlé, et puis la santé, par exemple, historique des paiements d'une consultation. On va le voir tout de suite. Quelle solution technique? Sur le marché, il n'y a pas beaucoup de providers aujourd'hui. Les plus gros dont on peut parler, c'est AWS Quantum Ledger Database, QLDB. Formance, qui est un third party plutôt orienté sur le use case financier, pas sur, vous aurez du mal à utiliser Formance pour d'autres use cases. Et puis on a des third party providers de paiement comme Adyen, qui sont utilisés dans certaines applications de paiement, qui eux, c'est pas leur cœur de métier, mais ils ont fait le choix quand même d'implémenter une implémentation de Ledger au sein de leurs produits. Alors justement, si vous voulez essayer chez vous, il y a un petit outil, là en 25 minutes c'est un peu juste, mais il y a un petit outil en ligne qui est ledgercli.org avec lequel vous pouvez travailler en CLI, vous familiariser avec les notions de compte, de transaction. Ça vous permet de voir comment ça marche un ledger. Moi, ce que je voudrais, avec le temps qui me reste, c'est vous montrer un exemple précis avec Formance, donc un des providers que j'ai identifié juste avant. Dans Formance, par exemple, pour insérer des données, vous avez déjà une notion de transaction entre des comptes. C'est quoi un compte chez Formance? Un compte, c'est un élément représenté par un nom
et représenté par une balance. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis deux comptes. Un premier compte qui s'appelle Mes économies de points vacances, dans lequel j'ai 100 euros, par exemple, ou 100 $, peu importe l'unité. Et puis, j'ai un compte Mes économies voiture. Quand on veut insérer des données dans une base de données type Ledger, et en l'occurrence chez Formance, ça consiste simplement à créer une transaction entre deux comptes, un compte source et un compte destination. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple, je fais simplement une première transaction du compte de gauche Mes vacances vers mon compte voiture. Donc, vous voyez que la balance est diminuée à 100, de 100 à 80, et puis la balance voiture elle a augmenté de 50 à 20, puisque j'ai envoyé 20. Donc, c'est simplement ça en termes de naming. Comment on fait ça en code sur Formance? Formance, je le disais, ils mettent à disposition un langage de scripting qui s'appelle le NumScript et qui se matérialise de cette manière-là. Vous avez un mot-clé send qui symbolise l'envoi d'une transaction. Et là, vous envoyez source, vous envoyez 100 euros d'un compte source vers un compte destination. Donc là, dans l'exemple, j'envoie 100 euros de mon compte courant vers un autre compte qui s'appelle mesenfants2.hugo. Vous pouvez faire des trucs un peu plus exotiques en disant finalement, moi, mon source, c'est mon compte courant, mais la destination, je veux que ça soit automatiquement splitté un tiers vers le compte de mon premier enfant, Hugo, l'autre tiers vers le compte Elsa, de mon autre enfant, et puis le dernier, le restant, le remaining, je l'envoie sur un compte Mes vacances en Bretagne, ou sur la Côte d'Azur, peu importe. Ce qui est important, en fait, vous voyez que les noms des comptes, j'ai souvent dit 2 points quand j'ai mis sur les noms des comptes. Vous allez voir que c'est super important. Et c'est pour ça, quand vous travaillez avec une base de données type Ledger, c'est super important de prendre le temps d'étudier le naming de vos comptes, la structure de vos comptes. De la même manière que vous le faites quand vous faites le schéma d'une base de données relationnelle, par exemple. Sauf que là, on définit des comptes qui vont travailler entre eux et pour lesquels il va y avoir des transactions. Pourquoi c'est super important? Parce que je le disais, le fait d'adopter une syntaxe avec une certaine hiérarchie, symbolisée par des 2 points entre chaque préfixe, ça va vous permettre de venir récupérer automatiquement la balance du compte ou même des balances agrégées. On va voir ce que c'est tout de suite. Et ça, balance agrégée avec une base de données type Ledger, c'est top parce que je vous invite à faire ça dans une autre type de base de données. Par exemple, si on faisait le même use case sur PG, ce n'est pas forcément simple. Alors, un cas d'usage concret appliqué à Doctolib. Nous, chez Doctolib, on a plusieurs exemples de use case. Le premier, c'est que, par exemple, les praticiens ils nous disent « Moi, j'aimerais bien connaître le statut de paiement d'une de mes factures. Je souhaiterais connaître le montant d'impayé d'un patient. » Par exemple, les kinésithérapeutes, quand vous allez chez le kiné, souvent, vous ne payez pas à la fin de la consultation, vous payez à la fin du plan de traitement. Vous avez 5 ou 10 séances et vous payez à la fin. Et ben, les praticiens, eux, les kinés, finalement, c'est de l'argent qui dort pour eux parce qu'ils n'ont pas été payés. Et donc, ils ont ce besoin d'avoir un peu le montant d'impayé en un clin d'œil dans le dashboard de Doctolib. Ils veulent aussi potentiellement connaître leur chiffre d'affaires de la semaine dernière ou du mois dernier. Et puis, ils veulent aussi connaître le montant total d'impayés pour tous leurs patients. Vous imaginez par mois combien de patients ils voient. Ils aimeraient bien avoir un indicateur visuel qui leur dit j'ai 1000 euros, par exemple, qui représente 1000 euros de factures impayées pour tous mes patients. Si on traduit ça dans un ledger, chez Formance, par exemple, on va donc commencer à travailler sur la structure de nos comptes. Et on se dit, quand une facture va être créée, par exemple, quand vous allez chez l'ostéopathe, vous facture 50 euros à la fin de la séance, qu'est-ce qu'on pourrait matérialiser en termes de transactions dans ce cas d'utilisation-là? Eh bien, on prend un compte source et un compte destination, et puis on se dit, on va faire une première transaction du compte source vers le compte destination. Et le compte source, qu'est-ce qu'il représente, si on regarde un petit peu? Eh bien, en fait, le compte source, si on lit de droite à gauche le nom du compte, vous avez l'ID de la facture, le patient, donc la facture appartient à ce patient-là, et le patient a été vu par ce praticien-là qui a cet ID-là. Finalement, on regarde, la balance est négative parce qu'on a fait une transaction qui enlève de l'argent de ce compte source pour mettre vers le compte de destination. Si on regarde un petit peu factuellement ce que ça représente, la balance de ce compte, eh bien, la balance, elle représente le statut de paiement d'une facture donnée. C'est vrai, si on fait une query dans ce compte-là pour récupérer sa balance, le moins 50, on va savoir que cette facture, vu que la balance est négative, moins 50, elle n'a pas encore été payée. Donc ça, c'est cool parce que ça répond au premier use case dont on a parlé tout à l'heure. Si on regarde maintenant le compte destination qui va lui recevoir l'argent, on a choisi ici de symboliser ce compte destination
en disant, toujours on parle de droite à gauche pour lire le compte, ce compte-là, il symbolise les impayés, considérant toutes les factures du patient qui a été vues par ce praticien-là. Bah, c'est cool en fait, parce que là, on se dit, ça répond au deuxième use case, qui était de connaître le montant total d'impayé d'un patient. Ça, on peut le faire en requêtant la balance de ce compte-là. Automatiquement, en requêtant cette balance, on sait que le patient ID qu'on va fournir en paramètre, il doit aujourd'hui 50 € d'impayé. Donc ça, c'est cool, c'est notre deuxième use case. Mais en fait, ce qui est super cool avec Ledger et avec la structure des comptes, c'est que ça répond aussi au troisième use case automatiquement qu'on avait dans notre liste, qui était de connaître le montant total d'impayé de tous mes patients. Donc rien qu'en faisant une première transaction d'un compte source à un compte destination, j'ai réussi à introduire un pattern qui va me permettre de récupérer tous les impayés de tous mes patients. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est juste qu'ici, on va venir, au lieu de mettre l'ID du patient, on ne met pas d'ID. On se dit 2 points, 2 points. Donc je fais une query en donnant ce nom de compte avec le SDK JS, Go ou Java. Je donne ce nom de compte en omettant explicitement l'ID du patient. Et lui, le ledger, il va comprendre que, ah ok, ce que tu veux avoir, c'est tu ne fournis pas l'ID du patient, donc tu veux que je calcule automatiquement une balance agrégée de tous les impayés, de toutes les factures, de tous mes patients du praticien donné en paramètre. Et donc là, en un clin d'œil, en une seule query en base de données, j'ai directement le chiffre qui représente l'ensemble des impayés de tous mes patients. Donc ça, c'est super cool parce que si on devait faire ça dans une autre type de base de données, ça serait potentiellement plusieurs queries. Donc ça, c'est le troisième use case. Maintenant, donc là, c'était le use case où j'ai simplement, au moment de la création de la facture, j'ai créé une transaction. Mais la facture, elle n'est pas payée encore. Maintenant, si le patient arrive à la fin de la séance et il dit moi je paye tout de suite, je veux payer ma facture. Comment on peut matérialiser ça et comment ça va se traduire dans le compte rouge et le compte mauve dont on a parlé juste avant? Et bien là, on va faire deux transactions. On va se dire une première à gauche, là, qui est le compte bleu. Faites pas cas du nom du compte, vous pouvez vous dire c'est la carte bancaire du patient, par exemple. Donc on va débiter 50 € de la carte bancaire du patient et on va venir alimenter, rééquilibrer la balance du compte rouge qui symbolisait la facture. Donc là, on vient amender ce compte-là et donc sa balance devient 0, si vous m'avez suivi par rapport au use case d'avant. Donc là, du coup, ça veut dire que si on requête ce compte-là avec cette balance-là, on va avoir directement l'état de paiement d'une facture disant, OK, effectivement, la facture a été payée. Et puis à droite, il va falloir qu'on s'occupe de notre compte mauve, là, le compte de tout à l'heure, parce que le compte mauve, c'était les impayés. Sauf que les impayés, maintenant, elle n'est plus impayée, il vient de payer le patient. Donc là, le compte mauve, lui, au lieu d'être le compte d'alimentation tout à l'heure, il va devenir le compte source, où on va prendre l'argent. Donc on va prendre les 50 € de ce compte-là pour matérialiser qu'il n'y a plus d'impayés. Et on va venir, par exemple, amender un nouveau compte qu'on pourrait appeler praticien ID revenu. Et vous voyez bien que ce dernier compte-là, finalement, c'est le dernier use case qu'on avait dans notre liste, qui est que la balance de ce compte représente le revenu réellement perçu du praticien au moment où les patients ont payé les factures. Donc, tout ça pour dire que vous voyez qu'en faisant, là c'est très rapide en 25 minutes, mais en matérialisant, en prenant le compte, en prenant le temps de matérialiser vos transactions dans une base de données de type Ledger, simplement en interrogeant les comptes avec les balances, en récupérant les balances, vous pouvez avoir quelque chose de très performant versus si vous le faisiez dans un autre type de base de données. Ça rejoint le commentaire que j'ai fait au début en disant choisissez bien votre base de données. Bien sûr que ça, vous pouvez le faire dans une autre base. Mais nous, chez Doctolib, on essaye de travailler sur l'aspect performance parce que les praticiens, quand ils utilisent le logiciel, c'est un des leitmotifs qu'on a chez Doctolib. On veut au maximum leur rendre du temps médical. On ne va pas leur faire passer du temps à regarder un spinner qui load sur un dashboard. Donc nous, on veut quelque chose de vraiment rapide, efficace. Et les bases de données type Ledger répondent parfaitement et fidèlement à ces contraintes de performance et de sécurité, qui est quelque chose de majeur, évidemment. Vous pouvez le penser sur une application où on héberge des données de santé. Voilà, donc en gros, retenez bien que ces bases de données de type Ledger peuvent être intéressantes dans certains use cases que vous pouvez avoir chez vous dans vos entreprises. Prenez le temps de bien designer le schéma de vos comptes en amont parce que c'est quelque chose qui vous aidera et vous simplifiera la vie.
Gardez aussi en tête que ces bases de données sont super optimisées. Nous, on l'a déployé en staging, ce n'est pas encore en production, ça va l'être bientôt, mais c'est très, très performant comparé à d'autres bases. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas. Merci. Là, ok. Merci pour la présentation. Sur la partie chaînage de blocs, est-ce que c'est au global de l'ensemble du ledger ou est-ce qu'on peut faire une blockchain par exemple par praticien? Alors non, c'est sur l'ensemble du réseau de la blockchain en fait. Vous définissez vraiment des ledgers indépendants. Il faut voir ça vraiment comme si vous aviez, je sais pas, la Banque Centrale Européenne qui a un ledger, enfin il y a un ledger aux caisses d'épargne, il y a la banque caisse d'épargne, un autre ledger sur je sais pas, le Crédit Mutuel, dans différentes banques. Ils communiquent entre eux pour gérer les fonds globaux avec la Banque Centrale Européenne. Et donc c'est une communication vraiment globale. C'est pas par compte, pas par praticien, c'est vraiment un chaînage global de transactions pour assurer justement l'intégrité des flux de transactions de données globalement. Ok, merci. Je voulais savoir, est-ce que du coup, par rapport aux autres données que vous avez, dont vous avez besoin pour les différentes applications, notamment les dossiers patients, est-ce que vous avez du coup, vous gardez la même, la même base de données et du coup les mêmes contraintes d'immutabilité pour ce type de données, ou est-ce que c'est juste spécifique pour les parties dont vous avez besoin de type transactions financières ou autres? Ouais, c'est une très bonne question, merci de la poser. Alors non, on garde le ledger aujourd'hui uniquement pour la partie, enfin moi je fais partie du domaine financial, donc on travaille vraiment sur les use cases financiers, et aujourd'hui on l'a décidé de le maintenir uniquement pour ces use cases financiers, pour la simple et bonne raison que la base de données qui opère aujourd'hui Doctolib, pour l'ensemble des données patients, tout est encrypté. Donc, si on veut agréger des choses, c'est beaucoup plus compliqué sur l'encryption. Donc, encrypter, là, des montants, ça ne pose pas de problème, parce que l'ID est encrypté. Mais par contre, effectivement, sur d'autres use cases, comme la gestion des données de santé dans les dossiers patients, tout est côté PG, hosté sur AWS, et tout est encrypté. Donc, on ne fait pas ça aujourd'hui. D'accord, merci. Ouais, salut. C'est quoi, selon toi, le principal différenciateur entre les 3 vendeurs que tu nous as listés pour un ledger? Alors, je dirais que si vous avez des use cases, c'est une bonne question aussi, sur AWS QLDB, je dirais que c'est plutôt sur des use cases transverses. Il ne faut pas penser uniquement aux use cases financiers. Les exemples que j'ai donnés autour de la gestion de transactions pour les véhicules, pour le suivi d'assets, si vous voulez traquer le position d'une asset d'un hub de la poste à un autre, voilà, ça c'est surtout très bien adapté, je pense, QLDB. Performance, c'est vraiment orienté de vraiment gestion financière. Donc, si vous travaillez dans une banque, si vous travaillez avec des use cases comme ça, vous suivre des transactions entre comptes, ça c'est très bien adapté. Et Adyen, comme je disais, c'est pas vraiment un third party c'est pas vraiment un provider de base de données. C'est plutôt un logiciel qui vous permet de faire des flux de paiement. Sauf qu'ils ont, en plus de leur flux de paiement, ils ont intégré une option supplémentaire pour permettre de voir au sein de ces flux de paiement l'état des comptes en fait. Donc voilà, plutôt AWS QLDB pour des use cases transversaux, Performance et Adyen pour des use cases vraiment financiers. Merci. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je me demandais si on pouvait requêter l'état de la balance à un instant T dans le temps. Par exemple, justement, vous aviez un use case, si je veux voir l'état de mes impayés la semaine dernière, par exemple. Ouais, c'est encore une très bonne question, merci. Si j'avais proposé ce talk sur le 40 minutes, mais peut-être qu'il faudrait que je le fasse l'année prochaine, j'aurais eu le temps de montrer ça, mais effectivement, oui, bien sûr. Là, c'est des use cases assez simples, mais vous pouvez requêter des balances, avoir la balance agrégée entre 2 dates, par exemple. Vous pouvez aussi rajouter, lorsque vous créez une transaction, je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez passer un JSON avec des métadatas additionnels qui correspondent à vos use cases métiers. Par exemple, lorsqu'un paiement patient arrive, j'aurais pu mettre dans la metadata
comment il a fait son paiement, par carte bancaire, par virement, par espèce. C'est une donnée additionnelle qui vient en transaction et qu'ensuite on peut requêter aussi, bien sûr. Pour les autres use cases, par exemple logistique, etc., du coup, on a les mêmes notions de compte, de transfert. C'est quoi? C'est les hubs qui correspondent à des comptes ou comment ça se fait? On a des notions de transaction. Chez QLDB, chez AWS, la notion de balance n'est pas réellement matérialisée parce que, comme je le disais suite à la question précédente, c'est plutôt pour des transactions d'un point A à un point B. Donc non, c'est plutôt ce que j'ai présenté là et c'est pour ça que je l'ai présenté sur Formance et Adyen. C'est vraiment des use cases financiers. AWS, vous pourriez faire la même chose, mais c'est pas réellement adapté. C'est plutôt pour des use cases transversaux, mouvement d'assets, mouvement de colis, transactions, suivre l'historique d'affectation des véhicules, de vente d'un véhicule, par exemple. Donc ouais. Ça, c'est plutôt sur les use cases financiers. OK, on est au bout. Si vous avez d'autres questions, on peut se voir après.